Salut Tom, salut Bonguet, la forme, ça va et toi? Alors, KG te porte bien? Ça va, toi? Bonjour Dominique, comment ça va? Bonjour Bonguet, très bien. Je te remercie. Je suis ravi de te recevoir pour la première du temps de l'apéro, parce que je me suis dit que c'était bien d'avoir un petit moment sympa pour échanger sur le secteur. Le principe est très simple, c'est le temps de l'apéro. Donc je te pose les questions que je veux et tu me poses les questions que tu veux. Le tout c'est de passer un bon moment et de prendre l'apéro ensemble. Super. On y va? Écoute, ça me va. Alors Dominique, qu'est-ce que tu penses un peu de la direction que prend notre industrie hôtelière, puisque il y a à peu près dans les années 2000, on a eu cette vague d'externalisation des murs, puis des fonds de commerce, qui a amené l'apparition de nouveaux acteurs. Alors on a eu les foncières et les REITs, Real Estate Investment Trust, plutôt loyer et éventuellement management. On a eu les investisseurs privés avec les franchisés en général, qui étaient plutôt les historiques. Et puis on a eu les fonds de private equity aussi qui ont été des acteurs. Comment tu as vécu un petit peu toute cette montée en puissance de ces nouveaux acteurs? C'est une question qui pourrait durer très longtemps et beaucoup plus qu'un temps d'un apéro, mais... je te rassure, j'ai mis 2-3 bouteilles au frais, donc si jamais ça a besoin de s'éterniser, on aura à boire en gros. Non, moi ce que je trouve très intéressant, c'est qu'on vit des cycles et que on est maintenant présent nous depuis 15 ans dans l'hôtellerie. On a vu des vagues d'externalisation se produire, hein, c'est ce qui a fait tout le développement de foncière des régions sur l'hôtellerie. Et puis aujourd'hui, on assiste au phénomène inverse, c'est-à-dire qu'on a des gros opérateurs hôteliers qui veulent avoir la main sur leurs actifs stratégiques et donc qui ont plutôt tendance à aller chercher les murs d'actifs emblématiques. Et puis dans le même temps, on a des foncières comme nous qui s'intéressent de plus en plus aux fonds de commerce parce que on se dit qu'il est bien de maîtriser l'ensemble de l'actif pour pouvoir le faire évoluer comme on le souhaite. Et donc je trouve ça passionnant de voir ces mouvements et ces cycles sur le secteur parce que ça laisse la place à des nouveaux phénomènes. En même temps, on voit ça dans toute industrie, que ça bouge, que les modèles évoluent, que les acteurs changent, qu'ils se renouvellent, qu'il y en a des nouveaux. D'ailleurs, comment tu perçois, parce que tout le monde parle depuis 2-3 ans de Airbnb et de toute l'évolution de ces acteurs alternatifs, c'est quoi ton point de vue avec tous ces nouveaux, alors certains disent disrupteurs, d'autres disent juste qu'ils viennent apporter quelque chose de nouveau sur le marché. Comment tu ressens ça et est-ce que c'est une question que certains de vos investisseurs ou partenaires vous posent également dans votre travail? Écoute, systématiquement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la question Airbnb, c'est devenu une lapalissade. Mais avant que tu répondes, est-ce que tu as déjà dormi dans un Airbnb ou quelque chose de comparable? J'ai honte. Oui, j'ai déjà dormi dans un Airbnb. Non, mais il faut tester la concurrence, c'est important. On peut difficilement en parler sans l'avoir testé. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a une chance inouïe en Europe, c'est que les fondamentaux sont bons. Donc on a une croissance qui laisse la place à l'apparition de nouveaux acteurs. Dans les nouveaux acteurs, il y a Airbnb, et je pense que Airbnb impose une remise en cause de l'offre traditionnelle. De façon un peu provocatrice, souvent je dis qu'Airbnb a un côté un peu salvateur pour l'hôtellerie traditionnelle, parce qu'il oblige l'hôtellerie traditionnelle à inventer une nouvelle expérience client, à inventer une expérience client sur mesure, en allant très loin dans la qualité de service et la qualité de produit. Donc je pense que c'est un phénomène important, structurant pour l'hôtellerie, et qui va nous obliger tous à une remise en cause. Ouais, mais bon, globalement... Tu m'en veux pas, je crois que je vais... Non, bah... J'avais une autre question pour toi, parce qu'on a vécu quasiment 18 mois de consolidation intense dans le secteur. Comment tu vois un peu cette consolidation dans le top 15 mondial des grands acteurs, des grands groupes hôteliers, les Américains, les Chinois, les Européens? Qu'est-ce que ça impacte dans votre activité, vous, en tant que foncière? Deux choses. D'abord, oui, le secteur du tourisme, pour moi, est un secteur clé dans tous les grands pays du monde. On voit qu'en France, c'est 8% du PIB, et je pense que des gens comme les Chinois ou les Américains l'ont bien compris. Ils ont défini ces secteurs-là comme des secteurs stratégiques, et donc on assiste à des mouvements de consolidation très importants, et qui, à mon avis, ne sont pas prêts de s'arrêter.
Pour nous, je dirais propriétaires, qu'est-ce que ça engendre? Ça engendre qu'il est plus important que jamais d'avoir une taille critique en tant que propriétaire. Aujourd'hui, nous, on a la chance de gérer un patrimoine d'à peu près 5 milliards en hôtellerie. C'est 470 hôtels. Et du coup, ça permet d'avoir, je dirais, un rapport de force équilibré quand tu discutes avec des grandes enseignes mondiales. Il faut avoir cette taille critique au niveau consolidé, en termes de nombre d'hôtels en propriété, mais il faut aussi avoir cette taille critique par opérateur. Et il est fondamental quand tu discutes avec des grandes chaînes hôtelières mondiales de pouvoir posséder un certain nombre de leurs actifs, que ce soit en mur ou en mur et fond, pour avoir une relation saine et pertinente. Comment tu vois un peu l'impact des taux d'intérêt? Alors, on vit des moments extrêmement passionnants. Depuis le début de l'histoire des taux d'intérêt, on est, en tout cas 2016, a marqué le point le plus bas jamais atteint en termes de taux d'intérêt. On a eu, il y a encore pas si longtemps que ça, la Fed aux États-Unis qui a commencé à annoncer de façon un peu en forward guidance, quoi, en disant voilà, ça va remonter, ça commence à remonter graduellement. Quel impact ça a auprès des investisseurs, cet effet en tout cas qu'on peut imaginer, de remonter des taux d'intérêt en Europe, mais même au niveau global? Les investisseurs, ils raisonnent en termes de delta entre le taux de rendement auquel ils investissent et les taux d'intérêt de la dette all-in. Aujourd'hui, même quand on investit à des taux de capitalisation plus comprimés que c'était le cas il y a encore 10 ans, on a un spread, une différence entre le taux de rendement et le taux d'intérêt qui est toujours très significatif. Parce que les taux ont beaucoup baissé. Et donc, ce que ça va nécessairement générer, c'est à mon sens, un réajustement des prix, si les taux augmentaient de façon significative, pour tenir compte de ce spread qui sera différent. Après, il faut avoir en tête que les taux n'ont jamais été aussi bas, et qu'on a quand même un peu de place avant qu'ils soient à des niveaux comme ils ont pu l'être il y a 5 à 10 ans. Il faut jamais aussi oublier que l'hôtellerie est un des secteurs les plus intéressants en termes d'investissement, que ce soit en mur ou en mur et fond, parce que les rendements sont élevés. Justement, on voit, nous, dans l'activité qu'on peut avoir chez MKG, ou même en général en observation du secteur, on sent qu'il y a un regain d'intérêt. C'est-à-dire qu'il y avait des pionniers à l'époque, comme la Foncière ou d'autres acteurs, mais là, on sent que tous les grandes lignes d'investissement institutionnel, ceux qui avaient plutôt l'habitude d'aller dans des classes d'actifs historiques, comme le résidentiel ou les bureaux, ont un appétit ou un intérêt de plus en plus grandissant pour l'actif hôtelier. Comment est-ce qu'ils discutent avec vous? Comment vous les accompagnez? Alors déjà, nous, on le vit très bien, parce que ça confirme et ça valide notre business model. Après, c'est vrai que vu les taux de rendement que certaines classes d'actifs ont atteints, il est assez logique que les actifs hôteliers, qui sont considérés comme une classe d'actifs alternatifs, soient devenus de plus en plus intéressants. Aujourd'hui, les volumes d'investissement hôtelier en Europe sont devenus colossaux. On parle entre 20 et 23 milliards, donc c'est devenu une classe d'actifs à part entière. Et c'est une classe d'actifs en plus très intéressante parce que les taux de rendement sont élevés. Et du coup, on va avoir, je pense, dans les prochaines années, un certain nombre d'investisseurs institutionnels français et européens qui vont de plus en plus s'intéresser à cette classe d'actifs et qui vont aller essayer de s'adosser à des opérateurs qui pourront leur amener les rendements et qui pourront leur délivrer une performance. Quand tu parles d'opérateurs, c'est des acteurs historiques de l'investissement hôtelier? C'est des acteurs historiques de l'investissement hôtelier, il en existe un certain nombre, on a la chance de pas être trop nombreux non plus. Alors est-ce que tu veux qu'on indique en bas de l'écran tes coordonnées si jamais on a un fonds institutionnel qui chercherait à rentrer dans l'hôtellerie, qui voudrait pas y aller tout seul de façon un peu solitaire, qui a besoin de s'appuyer sur des bons professionnels? C'est très gentil, mais je pense que ce qui est fondamental pour un investisseur institutionnel, c'est de s'adosser à quelqu'un qui a la taille critique. J'y reviens. C'est-à-dire que faire un investissement hôtelier isolé, en mur et fond, en face d'un gros opérateur hôtelier mondial, pour moi, c'est un peu, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Par contre, s'adosser à quelqu'un qui gère un portefeuille structuré, structurant, qui parle le même langage que les opérateurs hôteliers, qui les connaît et qui sait les pièges à éviter, eh ben, à mon sens, c'est ce qu'il faut faire pour un investisseur institutionnel. Donc j'espère que tu n'auras pas besoin de mettre mon numéro, dit autrement, et que spontanément et naturellement, les gens qui voudront investir sur cette classe d'actifs penseront à nous. Bon, c'est... Parce que, juste une précision, il y a quand même très peu au niveau européen,
de gros acteurs sur les murs ou sur les murs et fonds qui ont aujourd'hui pris une position un peu structurante. Quand tu passes en revue tous les acteurs européens, il y a quoi? Il y a 5 à 10 noms de gens. Ça me fait penser à ce qu'il y a encore 5-6 ans, les chaînes hôtelières expliquaient qu'il fallait rationaliser le portefeuille de marques. Donc elles avaient pas mal de marques, elles se sont dit il faudrait qu'on rationalise un petit peu tout ça parce que c'est vrai que ça peut coûter un peu cher en coût marketing, soutenir une marque avec tout ce qu'elle a en termes de process, d'identité de marque ou autre, c'est quelque chose qui est assez compliqué. Aujourd'hui, on voit qu'au contraire, les portefeuilles de marques sont en train d'exploser complètement dans le sens où on a vu après la fusion entre Marriott et Starwood, toutes les marques vont être conservées. On voit que sur les 24 derniers mois, il y a eu toute une myriade de nouvelles marques, nouveaux concepts, ou portés par des grands groupes, ou dans le cadre de partenariats, on voit ce qui a pu être fait avec Mama Shelter en 25e heure notamment, ou Design Hotel avec Starwood juste avant la fusion avec Marriott. Comment tu vois, toi, cette profusion de marques sur le marché et aujourd'hui, est-ce que pour vous c'est intéressant, ou vous voulez vous diversifier à l'infini tant que ça répond à des critères intéressants pour vous, ou est-ce que dans le cadre du portefeuille de la foncière, vous préférez rester sur un spectre assez limité de marques ou de produits? Alors aujourd'hui, on a clairement fait le choix de la diversification en termes de marques. On travaille avec 25 marques. Ce qu'on trouve très pertinent, c'est qu'à chaque marque, je dirais un business model et une clientèle spécifique qui est ciblée derrière. Pour peu que ces marques marchent, on a derrière des bonnes idées de ce qui est pertinent à faire sur l'hôtellerie. Et donc nous, pour répondre à ta question, on va chercher à travailler avec les marques et les nouveaux concepts qui ont déjà un track record et qui ont déjà démontrer une certaine performance. Donc si je prends l'exemple de gens comme Meininger qu'on accompagne partout en Europe ou comme Motel One qu'on accompagne aussi dans son développement pan-européen, c'était des gens qui sont venus nous voir, ils avaient déjà une quarantaine ou une dizaine d'actifs et ils nous ont dit est-ce que vous êtes d'accord pour aller dupliquer de façon un peu industrielle ce qu'on a fait en Allemagne, en Autriche ou aux Pays-Bas, en France, en Espagne, et donc participer à notre croissance pan-européenne. Nous, on adore faire ça. C'est dans notre ADN et c'est dans notre business model que d'aller accompagner les gens dans des pays dans lesquels ils sont pas, en adaptant un peu l'offre, parce que B&B en France n'est pas le même que B&B en Allemagne, et le Meininger en Allemagne, à l'inverse, sera pas pareil que le Meininger en France. Mais du coup, on prend beaucoup de plaisir dans les comités de partenariat aujourd'hui avec tous nos opérateurs partenaires, à voir les bonnes ou les mauvaises idées qu'ils peuvent avoir, et à essayer de choisir les bonnes et de pas se tromper. Donc finalement, la taille de l'opérateur n'est pas tant le sujet que la validation de son concept, son compte d'exploitation ou autre. Exactement. On est passé d'un monde où il y a 10 ans, je t'aurais dit, on travaille qu'avec les plus gros, et je t'aurais parlé que de qualité de signature, à aujourd'hui où on se dit, ceux avec qui on veut travailler, quitte à ce que ce soit des acteurs locaux, c'est des gens qui ont démontré que leur business model était pertinent et performant. D'accord. Comment tu vois aujourd'hui, c'était une question, alors il y en a qui se posent des questions en se rasant le matin, voilà, je me suis posé une question ce matin, je me suis dit, finalement, si on regarde un petit peu en arrière, si on fait un petit travail de flashback, on avait l'impression que, in fine, chaque acteur de la chaîne de valeur ajoutée du secteur était bien à sa place, l'investisseur, le financement, la gestion, la distribution, même si ça s'était un petit peu disrupté ou les acteurs avec Booking, Expedia ou autres sont venus un peu changer la donne dedans. J'ai quand même l'impression que déjà entre les chaînes volontaires, les chaînes intégrées, entre le soft branding et le hard branding, déjà la frontière est en train de se dissiper, les uns veulent aller sur le terrain des autres et vice versa. On voit que des acteurs comme Booking.com développent des produits, des suites opérationnelles pour accompagner les acteurs hôteliers, avec Booking Suite notamment, qui peut aller du PMS jusqu'à la distribution dans les grandes lignes. On voit que des acteurs, je les citerai pas, mais des acteurs de foncière des murs rajoutent un M à management pour aussi aller gérer éventuellement les actifs de façon plus dynamique en direct. Est-ce que, in fine, ou comment toi t'analyses ça, est-ce que c'est une démarche qui est plus opportuniste? Est-ce que c'est parce que chaque acteur, finalement, la perception de valeur qu'il apporte à sa place dans la chaîne de valeur ajoutée peut être remis en cause? Qu'est-ce que ça t'inspire? Déjà, est-ce que tu es d'accord? Et qu'est-ce que ça t'inspire, cette situation? Il faudrait plusieurs verbes pour pouvoir y répondre. On va assister à une évolution très forte de l'ADN des opérateurs sur le secteur dans les prochaines années,
qu'on va complètement rabattre les cartes et qu'il va y avoir encore, à mon sens, beaucoup de mouvements, que ce soit chez les distributeurs qui vont certainement essayer de remonter la chaîne, ou chez les propriétaires murs ou murs et fonds qui vont peut-être essayer d'aller capter encore un peu de valeur à l'autre bout de la chaîne. Je pense que tout le monde peut s'accorder qu'on vit un moment passionnant dans notre industrie. Elle est en pleine transformation, elle est en pleine mutation, et finalement chacun pense qu'il a un rôle à jouer à l'intérieur. C'est plutôt une bonne nouvelle. C'est super, avec une importance à mon avis fondamentale. Je sais que je l'ai déjà dit 2-3 fois, mais ça s'applique à tous les acteurs, à la taille critique. C'est-à-dire qu'on soit distributeur ou qu'on soit propriétaire mur et fonds ou qu'on soit marque, ce qui va faire la force demain avant tout de sa société, c'est la taille critique. Comment tu vois un peu l'évolution du secteur aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour soutenir davantage le développement du tourisme en général et en particulier de l'hôtellerie? Comment tu vois, toi aujourd'hui, 1, 2, 3 initiatives qui permettraient réellement de redonner, ou en tout cas de continuer à donner à l'Europe une attractivité particulière? Alors à l'Europe ou à la France? Bah, la France étant dans l'Europe, comme a priori on est encore dans l'Europe, il y aura peut-être un Franxit, ou je sais pas, on parle de Exit à tous les étages avec tout le calendrier d'élections qu'on a en ce moment, mais disons en Europe, enfin en France, et qu'on pourrait appliquer en Europe, par exemple. Écoute, moi ce que je vois, c'est qu'il faut tout faire pour, un peu comme ça a été fait aux États-Unis, favoriser l'investissement sur le secteur hôtelier. Aux États-Unis, en 1999, il y a eu la création d'un régime REIT qui pouvait s'appliquer autant aux actifs en murs qu'en murs et fonds. Je pense que ça serait une très bonne idée de le faire parce que ça a permis aujourd'hui au secteur hôtelier américain de très fortement se développer. Première chose. Deuxième chose, il faut tout faire pour que les flux de touristes internationaux arrivent le plus facilement possible en Europe. Donc tout ce qui est faciliter l'accès au visa, tout ce qui est favoriser le développement de synergie entre les gros tours opérateurs internationaux et européens. Et puis après, plus spécifiquement sur la France, on a quand même souffert d'un rapport qualité-prix lié aux produits et aux services qui était pas bon. Quand tu regardes les études qui sortent, eh bien, il y a un taux d'insatisfaction plus élevé qu'en Europe sur le produit et sur le service. Et donc, je pense qu'un des grands enjeux du secteur en France, c'est de renouveler l'offre hôtelière en créant from scratch de nouveaux produits, de nouveaux concepts, ou en réhabilitant les structures existantes, c'est-à-dire en faisant en sorte que les propriétaires et les locataires se mettent d'accord, ou que les propriétaires murs et fonds prennent l'initiative. Et puis après, fondamentalement, on a un gros travail sur la qualité de service. Aujourd'hui, on a un peu oublié toute l'importance de la sociabilisation dans un hôtel. Il faut que les hôtels deviennent des vrais lieux de vie. Il faut que le client, quand il arrive dans un hôtel, il en reparte systématiquement en ami, en ami du personnel, en ami de la marque, en ami de la localisation, et donc faire beaucoup plus du sur-mesure qu'on a pu le faire jusqu'à présent. D'ailleurs, on voit de plus en plus l'arrivée de concepts hybrides qui, bien évidemment, donnent la part belle aux parties communes en essayant de créer cette atmosphère, comme tu viens de l'évoquer. Mais est-ce qu'on pourrait imaginer, demain, dans l'investissement hôtelier, d'avoir quelque chose beaucoup plus hybride en termes de produits, d'avoir un hôtel qui a 5-6 types de chambres pour les familles, pour les groupes, pour les individuels, d'avoir peut-être des espaces de coworking mieux adaptés, parce qu'on est en plein centre-ville, donc il y a quand même quelque chose à effectuer. Est-ce que vous, en tant qu'investisseur, vous serez intéressé par des produits plus hybrides, plus flexibles dans ce qu'ils offrent aux clients? Bien sûr, je pense qu'on va vers des développements de sites multiproduits. Je pense qu'on va sur l'hôtellerie vers des raisonnements du type de ceux des centres commerciaux où on raisonne chiffre d'affaires par mètre carré, en essayant d'optimiser les chiffres d'affaires par mètre carré. Et donc quand tu raisonnes comme ça, tu es obligé de choisir pour chacune des surfaces données d'un hôtel le meilleur opérateur. Tu peux décomposer un hôtel en la partie hébergement, la partie parking, la partie spa, la partie surface de bureau, en faire du coworking. Bref, tu peux décomposer ton hôtel en autant de typologies de surfaces qu'il existe dans l'hôtel et choisir pour chacune de ces surfaces l'opérateur le plus pertinent. Et du coup, oui, pour répondre à ta question, je pense qu'on va vers une décomposition de l'hôtel avec des opérateurs à chaque fois clés qui sont associés à chacune des parties pour une optimisation globale. D'accord, donc si demain on vient vous dire j'ai un produit mais on pourrait mettre un corner Starbucks ou autre,
Vous n'avez pas d'idée arrêtée là-dessus? Absolument pas. Au D'accord. contraire, je pense que venant de l'immobilier, on se dit qu'il faut tout écouter et que si on nous propose un très bon concept de restauration qui permet de générer du flux sur l'hôtel et réciproquement et adosser un concept de coworking parce qu'il y a un bâtiment WeWork ou Space à côté qui lui aussi générera du flux, on sera ravis. Ok. Bah, et comment s'est passé cette année? Parce qu'on arrive sur la fin de l'année maintenant. Tu sens comment vous êtes content à la Foncière de ce qui a été fait? Est-ce qu'il y a eu des faits marquants? Raconte-moi un petit peu, parce que j'essaie de te suivre, mais enfin, vous courez assez vite, donc c'est pas toujours évident de vous rattraper. Écoute, on a beaucoup développé sur la Foncière cette année le patrimoine en Europe. On est passé en 2 ans là sur les 5 milliards dont je parlais tout à l'heure, d'à peu près 5% en Allemagne à plus de 26% en Allemagne. On a acheté cette année pour à peu près 1,5 milliard d'actifs, dont 1,2 milliard en Allemagne. Et on a particulièrement développé la partie mur et fonds. On a créé un véhicule qui s'appelait FDM Management il y a 18 mois. Et ce véhicule, à la fin d'année, il fera 1,3 milliard d'actifs. Ça me fait sourire parce que j'avais lu une grande interview de toi qui disait qu'en Allemagne, la Foncière ne perdait jamais et que tous les deals étaient des bons deals. C'est pas quand même pas aussi simple que ça, rassure-moi. Bon, on va toucher du bois, il y en a pas là, mais il faut toujours être prudent. Mais c'est vrai qu'en Allemagne, pour l'instant, que ce soit sur le logement ou que ce soit sur l'hôtellerie, on a fait le pari de l'augmentation des prix. Typiquement en Allemagne, on a acheté des hôtels 4 étoiles dont le prix moyen était à 80 €. Donc on se dit que bon an mal an, 80 € de prix moyen, on devrait pouvoir avoir une progression et une augmentation de ce prix moyen sur les prochaines années. C'est un peu le même raisonnement qu'on a fait sur le logement et que pour l'instant ça s'est pas trop mal passé. Après c'est vrai que si on a pu avoir ce développement, c'est parce qu'on y est depuis 10 ans sur le secteur hôtelier et qu'on a une équipe derrière, à la fois immobilière et hôtelière, qui moi me ravit tous les jours parce qu'elle est d'une grande expérience et d'un grand professionnalisme, et je pense que cette équipe elle nous permet de générer la confiance auprès des partenaires avec lesquels on travaille, et ça c'est plus important que tout parce que du coup ils nous proposent de nous développer ensemble, et puis elle parle le même langage, et je pense que dans l'hôtellerie il faut parler le langage des opérateurs quand on y travaille. Donc je profite du coup de cet apéro avec toi pour les remercier, les féliciter. Finalement, cette diversification au niveau des marques, au niveau des positionnements de produits, mais y compris au niveau des territoires géographiques, fait que dans une année qui était une année compliquée pour la France et notamment la Belgique avec les attentats à Paris, à Nice ou à Bruxelles, d'avoir cette diversité de portefeuille aujourd'hui avec 2 grands pôles qui sont l'Allemagne et la France, tu vois ça comme une force, une résilience? Est-ce que demain tu vas continuer à amener la Foncière sur d'autres territoires en Europe? Alors aujourd'hui, on a moins de la moitié de notre patrimoine qui est à l'étranger, mais c'est clairement ce qui a créé une grande résilience dans cette année. Et puis on a aujourd'hui 25 marques en partenaire, et ça aussi, ça crée de la résilience. Parce que quand un partenaire peut avoir des très bons résultats, un autre peut un peu plus souffrir. Nous, on a vocation à vouloir être un acteur pan-européen. Il y a d'autres marchés aujourd'hui qui nous plaisent beaucoup. Et du coup, oui, j'espère qu'au prochain apéro avec Vangelis, je pourrais annoncer un développement dans un autre pays et un développement un peu structurant. Et comment tu vois la Foncière dans 10 ans? Première propriétaire d'actifs, d'hébergement marchand en Europe, c'est ça On n'a jamais eu un objectif espèce de mantra, ou il y a un mantra ou pas chez vous? Il y a des chakras. Des J'essaye chakras, de libérer les chakras, mais il n'y a pas de mantra. Écoute, nous, on essaye on vise pas à la taille. Maintenant qu'on a atteint la taille critique, on pense qu'on est un acteur important sur ce secteur. Après, ce qu'on vise, c'est être au bon endroit, au bon moment, dans la bonne localisation. Voilà. Donc, on a fait l'Allemagne, à mon sens, à un timing, je l'espère, qui s'avérera pertinent. Et demain, dans les pays du sud de l'Europe, il y a des choses aussi, à mon sens, intéressantes à faire. Et donc, pour répondre à ta question, si on peut, dans 10 ans, avoir un patrimoine qui soit performant, résilient, qui amène une bonne rentabilité à nos actionnaires, et puis qu'on puisse avoir toujours la confiance des opérateurs avec lesquels on travaille, parce que je pense que notre principal capital, c'est la confiance que les gens nous font, et on sera ravis. Bon, c'est top. Dominique, écoute, j'aimerais bien qu'on parle maintenant un peu plus football et qu'est-ce qu'on va faire avec Emery au PSG. Donc on va arrêter de discuter du secteur.
Merci beaucoup d'avoir commencé cet apéro avec des sujets de l'industrie qui, j'espère, intéresseront tout le monde et apporteront un peu une analyse à ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Et nous, on va continuer tranquillement notre apéro. À bientôt pour le temps d'un apéro. Thank you.